Le soleil bas de l'automne caresse les pierres ocres du monastère Saint-Michel-des-Ombres, perché sur les hauteurs de l'arrière-pays provençal. La lumière dorée s'infiltre par les vitraux restaurés, projetant des motifs colorés sur le sol de la chapelle. Marie Dufresne, conservatrice du patrimoine, passe délicatement ses doigts sur la surface usée de l'autel de marbre. Elle est venue superviser la dernière phase de restauration de ce lieu, chargé d'histoire, abandonné pendant des décennies avant que le ministère de la Culture ne décide de lui redonner vie. Dans le silence religieux du sanctuaire, seul le bruissement des feuilles contre les fenêtres accompagne ces gestes méthodiques. Une anomalie attire son attention, une légère irrégularité dans la jointure entre deux dalles sous l'autel. Marie s'agenouille, examine la pierre de plus près. Ses années d'expérience lui ont appris que les vieux édifices conservent souvent des secrets dans leurs entrailles. « Il y a quelque chose là-dessous », murmure-t-elle pour elle-même, alors que ses doigts exercés suivent la fine ligne qui ne devrait pas être là. Avec précaution, elle exerce une pression sur la dalle qui semble plus mobile que les autres. La pierre résiste, puis cède dans un léger grincement. Sous la poussière accumulée depuis des années, un espace sombre se révèle. Marie sort son téléphone pour éclairer la cavité. Un objet rectangulaire enveloppé dans un tissu défraîchi repose là, comme une confidence ensevelie depuis longtemps. Le cœur battant, elle extrait délicatement le paquet. Le tissu qui le protège, un fragment de soutane, se désagrège presque à son toucher. À l'intérieur, un carnet relié de cuir craquelé par le temps. Sur la première page, une écriture fine et précise, « Journal d'Antoine Lefèvre, 1985-1986 ». Et en dessous, d'une main plus tremblante, ces mots inquiétants, « Que Dieu me pardonne, car eux ne le feront jamais ». Nous sommes en 2023. Ce que Marie Dufresne vient de découvrir va révéler une histoire enterrée depuis près de 40 ans. L'histoire d'un homme qui s'est évanoui dans l'ombre de ces murs sacrés. Remontons à l'été 1985. Marseille vibre sous la chaleur méditerranéenne. Les rues du Panier s'animent chaque soir d'une vie bouillonnante, entre les terrasses bondées et les discussions passionnées qui se prolongent jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Antoine Lefèvre, 45 ans, contemple la mer depuis son bureau situé dans un ancien entrepôt du Vieux-Port, réhabilité en cabinet d'architecture. Le visage marqué par une élégante maturité, les tempes légèrement grisonnantes, Antoine est au sommet de sa carrière. Son cabinet, Lefèvre & Associés, s'est forgé une réputation dans la restauration de monuments historiques. Ses mains dessinent avec précision, traduisant sur le papier une vision où l'ancien et le moderne dialoguent avec harmonie. Ces dernières semaines, un projet particulier l'absorbe entièrement. La restauration du monastère Saint-Michel-des-Ombres, joyau architectural du XIIe siècle tombé en désuétude depuis la Révolution. Antoine, l'évêché a appelé. Monseigneur Valbert souhaite vous rencontrer demain pour discuter des plans, annonce Claudine, son assistante, depuis 15 ans, en déposant un café sur son bureau encombré d'esquisses. Antoine hoche la tête, un léger sourire aux lèvres. Ce projet représente une consécration. Après des années à restaurer église et chapelle, voilà qu'on lui confie un monastère entier avec le soutien direct de l'évêché et des pouvoirs publics. Une vitrine parfaite pour son savoir-faire. Confirme le rendez-vous et rappelle-moi de passer chez Jacqueline avant. Je veux lui montrer les nouvelles esquisses du cloître. Jacqueline Mercier. Le nom flotte un instant dans l'air du bureau. Claudine acquiesce, sans commentaire, habituée à la relation particulière qu'entretient son patron avec cette historienne de l'art respectée, conservatrice au musée d'histoire de Marseille. Une collaboration professionnelle qui dure depuis près de 10 ans, ou peut-être davantage. Le soir tombe sur la ville. Antoine range méticuleusement ses documents dans sa serviette en cuir usé, cadeau de son père lorsqu'il avait obtenu son diplôme d'architecte. Par la fenêtre, les lumières de Notre-Dame de la Garde s'allument, veillant sur la cité phocéenne comme elles l'ont toujours fait. Il s'attarde un moment devant cette vue qu'il ne se lasse jamais d'admirer. Son appartement du quartier du Roucas-Blanc l'attend, vide et silencieux. Divorcé depuis 8 ans,
Antoine a construit une vie où le travail occupe la place centrale. Ses 2 fils, maintenant étudiants à Paris, lui téléphonent régulièrement mais leurs visites se font rares. La solitude ne le dérange pas. Du moins, c'est ce qu'il se répète. Au lieu de rentrer directement chez lui, il dirige sa Peugeot 505 vers le quartier de Vauban. Un immeuble art déco, aux lignes épurées, un 3e étage, une sonnette discrète. Jacqueline ouvre la porte, 43 ans, une beauté mature, encadrée par une chevelure auburn coupée au carré. Ses yeux verts s'illuminent en le voyant. « J'ai apporté les esquisses du cloître », dit-il en brandissant son rouleau de calque. « Et moi, j'ai ouvert une bouteille de cassis », répond-elle avec ce sourire qui depuis des années fait chavirer quelque chose en lui. L'appartement de Jacqueline respire la culture, livres anciens, reproductions d'art soigneusement encadrées, objets rapportés de fouilles archéologiques. Sur une table basse, des documents concernant le monastère Saint-Michel sont étalés. Photographies jaunies, relevés architecturaux d'avant-guerre, chroniques monastiques photocopiées. Leur collaboration est réelle, leur passion commune pour le patrimoine authentique, ce qui rend leur relation d'autant plus complexe. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les archives départementales », dit Jacqueline en lui tendant un verre. Des lettres de l'abbé Ferrier datant de 1923. Il mentionne une cache secrète dans le monastère où auraient été dissimulés des objets liturgiques pendant la Révolution. Antoine déplie ses esquisses sur la table, repoussant délicatement les documents. « Ça pourrait correspondre à cette anomalie structurelle que j'ai repérée près de l'abside, » murmure-t-il, le doigt traçant une ligne sur son dessin. « Regarde, cette portion de mur semble avoir été reconstruite différemment. Leurs têtes se rapprochent au-dessus des plans. Leurs mains se frôlent. Le projet et leurs sentiments s'entremêlent comme toujours. Antoine et Jacqueline, une histoire d'amour née dans les archives poussiéreuses et les monuments oubliés. Une histoire qui n'a jamais vraiment commencé, qui n'a jamais vraiment fini. Tu penses que Monseigneur Valbert est au courant pour cette cache ? Demande-t-elle. Je ne sais pas. L'Église garde ses secrets, comme nous. Un silence chargé de non-dits s'installe. Jacqueline prend une gorgée de vin, puis pose une question qui n'est pas seulement professionnelle. Combien de temps durera cette phase de restauration ? 6 mois, peut-être plus. Je vais devoir passer plusieurs jours par semaine au monastère. Si loin de Marseille, murmure-t-elle, et dans ses mots perce une inquiétude qui dépasse le cadre du projet. Ils savourent le vin blanc, discutent d'architecture, histoire, politique culturelle. La nuit avance. Antoine finit par rassembler ses documents comme il le fait toujours avant que l'intimité ne devienne trop intense, trop réelle. Un baiser sur la joue, une étreinte qui dure quelques secondes de trop, et le voilà qui redescend vers sa voiture, vers sa vie officielle. Le lendemain, le bureau de Monseigneur Valbert offre un contraste saisissant avec l'atmosphère bohème de l'appartement de Jacqueline. Boiserie sombre, crucifix d'ivoire, portrait sévère de Jean-Paul II. L'évêque, 60 ans, silhouette imposante dans sa soutane violette, accueille Antoine avec une cordialité mesurée. « Monsieur Lefebvre, je suis heureux que vous ayez accepté ce projet. Saint-Michel-des-Ombres représente un héritage spirituel inestimable pour notre diocèse. » À côté de lui se tient le père Moreau, secrétaire particulier de l'évêque, un homme dans la trentaine au regard fuyant derrière des lunettes à monture épaisse. Antoine remarque immédiatement la tension qui émane de lui, les mains qui tripotent nerveusement un stylo. « C'est un honneur de contribuer à faire revivre ce lieu », répond Antoine en déroulant ses plans sur le bureau massif. La réunion se poursuit, technique et précise. Antoine explique ses choix, l'équilibre entre restauration fidèle et adaptation nécessaire pour rendre le lieu fonctionnel. Monseigneur Valbert acquiesce, pose des questions pertinentes. Le père Moreau, lui, reste en retrait, prenant des notes silencieusement. « Une chose m'intrigue, » dit Antoine, saisissant l'opportunité. « J'ai relevé plusieurs anomalies structurelles qui suggèrent l'existence de caches ou passages dissimulés. Auriez-vous des informations à ce sujet ?» Un regard passe entre l'évêque et son secrétaire, si bref qu'Antoine pourrait l'avoir imaginé.
Les vieux monastères ont tous leurs secrets, monsieur Lefebvre, répond Valbert avec un sourire poli. Si vous découvrez quoi que ce soit d'intéressant, nous comptons sur votre discrétion professionnelle. Certaines découvertes pourraient avoir une valeur spirituelle particulière. Antoine hoche la tête, intrigué par cette réponse évasive. La réunion s'achève sur des considérations budgétaires et un calendrier précis. Alors qu'il range ses documents, le père Moreau s'approche, parlant à voix basse. « Monsieur Lefebvre, puis-je vous demander si vous travaillez seul sur les recherches historiques ?» Je collabore étroitement avec Jacqueline Mercier, du musée d'histoire. Pourquoi cette question? Simple curiosité, répond le prêtre en s'écartant. Nous apprécierions d'être informés de toute découverte avant qu'elle ne soit partagée plus largement. Sur le parvis de l'évêché, Antoine plisse les yeux sous le soleil méditerranéen. Quelque chose dans cette conversation l'a troublé, une réticence, un non-dit. Il compose le numéro de Jacqueline sur la cabine téléphonique du coin de la rue. Ils savent quelque chose sur le monastère, j'en suis certain, dit-il sans préambule quand elle décroche. Fais attention, Antoine, répond-elle, la voix soudain sérieuse. J'ai entendu des rumeurs sur Valbert, des histoires de finances troubles, de pression sur des donateurs âgés. Ce ne sont que des rumeurs. Peut-être, mais ne leur fais pas confiance, aveuglément. 2 semaines plus tard, Antoine s'installe dans une petite maison à proximité du monastère, louée pour la durée des travaux. Le village de Saint-Michel-du-Var, 300 âmes à peine, semble figé dans un autre temps. Façades ocre et persiennes délavées, platanes centenaires sur la place où les anciens jouent à la pétanque, l'unique café qui sert aussi d'épicerie et de bureau de poste. Les premiers jours sont consacrés aux relevés précis, aux études de stabilité, à la coordination avec les différents artisans. Antoine s'immerge dans le travail, fasciné par ce monument qui révèle chaque jour de nouveaux détails, de nouvelles énigmes. Le soir, il appelle Jacqueline d'une cabine téléphonique du village, lui décrivant ses découvertes, écoutant ses interprétations historiques. 1 semaine après son arrivée, il reçoit une visite inattendue. Le père Moreau se présente à la porte de sa maison temporaire, une mallette à la main. « Monseigneur m'envoie vous apporter quelques documents qui pourraient vous être utiles », explique-t-il en entrant. La mallette contient des plans anciens, des chroniques manuscrites, des photographies du monastère avant son abandon, des trésors documentaires qui éclairent plusieurs zones d'ombre du projet. Mais Antoine note que certaines pages semblent avoir été retirées, certains passages soigneusement caviardés. Ces documents sont très précieux, dit le prêtre en observant Antoine les parcourir. Monseigneur insiste sur leur caractère confidentiel. Bien entendu, je les traiterai avec le plus grand soin. Le père Moreau s'attarde, pose des questions sur l'avancement des travaux, sur les zones explorées. Ses yeux scrutent les notes éparpillées sur la table de travail d'Antoine. La conversation dérive vers la vie personnelle. Vous vivez seul à Marseille, n'est-ce pas? Je suis divorcé, répond Antoine, surpris par cette intrusion. L'Église n'approuve pas le divorce, bien sûr, mais nous comprenons les faiblesses humaines, dit Moreau avec un sourire condescendant. Et depuis, personne dans votre vie? Antoine sent une tension inexplicable s'installer. Ma vie privée reste privée, père Moreau. Merci pour les documents. Après le départ du prêtre, Antoine examine plus attentivement les archives fournies. Une photographie en particulier retient son attention. Un cliché jauni de 1923 montrant l'abbé Ferrier, mentionné dans les lettres découvertes par Jacqueline, devant l'autel de la chapelle. L'homme fixe l'objectif avec une intensité troublante, sa main reposant sur la pierre de l'autel, exactement à l'endroit où Antoine a repéré une anomalie structurelle. Les jours suivants, Antoine intensifie ses recherches sur cette zone spécifique. Il fait venir un tailleur de pierre spécialisé pour examiner l'autel. L'artisan confirme ce qu'Antoine soupçonnait. La dalle inférieure a été remplacée, probablement au début du XXe siècle, selon une technique différente des pierres originales. On dirait qu'elle a été conçue pour être amovible, murmure le vieil artisan. Voyez ces joints plus larges, cette légère différence de niveau. Antoine reste après le départ des ouvriers ce soir-là. Le monastère désert offre une acoustique particulière. Chaque pas résonne, chaque souffle semble amplifié.
Dans la chapelle, la lumière déclinante filtre à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur les dalles usées. S'agenouillant devant l'autel, Antoine examine méticuleusement la pierre suspecte. Ses doigts parcourent les jointures, cherchent un mécanisme, un indice. Rien. Il applique une pression à différents endroits, sans résultat. Frustré, il se relève, recule pour contempler l'ensemble de la structure. C'est alors qu'il remarque un détail sur la photographie de l'abbé Ferrier qu'il a apporté avec lui. L'homme ne touche pas simplement l'autel, son pouce presse un point précis sur le rebord, un motif sculpté représentant une feuille de vigne. Antoine s'approche à nouveau, localise le même motif sur l'autel. Il appuie son pouce contre la feuille sculptée et simultanément pousse la dalle. Cette fois, un déclic se fait entendre. La pierre pivote légèrement, révélant un espace sombre en dessous. Le cœur battant, Antoine sort sa lampe torche et éclaire la cavité, vide, ou presque. Au fond, un petit objet métallique brille faiblement. Il l'extrait avec précaution. Une clé ancienne, ornée d'un symbole religieux qu'il ne reconnaît pas immédiatement. Un bruit soudain le fait sursauter. Des pas dans le couloir adjacent. Antoine replace rapidement la dalle, glisse la clé dans sa poche. La porte de la chapelle s'ouvre. « Monsieur Lefebvre, vous êtes encore là ?» C'est le gardien du chantier, un homme du village engagé pour surveiller les lieux pendant la nuit. « Je terminais quelques relevés, » répond Antoine, se redressant avec un naturel forcé. « J'ai perdu la notion du temps. Faites attention à vous. »« Ces vieux murs parlent la nuit, » disaient les anciens. Antoine sourit poliment à cette superstition villageoise. Pourtant, en quittant le monastère, la clé pesant dans sa poche comme un secret, il ne peut s'empêcher de ressentir un malaise. Ces murs renferment effectivement des histoires, des secrets peut-être, et quelque chose lui dit qu'il vient de franchir un seuil dont il ignore encore la nature. De retour dans sa maison louée, il examine la clé sous sa lampe de bureau. Le symbole gravé est une croix particulière, avec des ornements qui l'identifient maintenant comme appartenant à un ordre monastique spécifique, les Frères de l'Ombre Divine, une branche obscure de bénédictins qui occupait Saint-Michel avant la Révolution. Il appelle Jacqueline, malgré l'heure tardive. Sa voix endormie se transforme rapidement en excitation professionnelle quand il lui décrit sa découverte. Les Frères de l'Ombre Divine, Antoine. Cet ordre a été dissous par Rome en 1767, bien avant la Révolution. Des accusations d'hérésie, de pratiques occultes. Que pourrait ouvrir cette clé? Je vais faire des recherches demain. Mais sois prudent. Si l'évêché a caviardé ces informations dans les documents qu'ils t'ont donnés, c'est qu'ils ne veulent pas que ces histoires ressurgissent. Le lendemain, Antoine retourne au monastère avec un regard neuf. Les travaux se poursuivent. Échafaudage dressé contre les murs extérieurs, compresseurs ronronnant dans la cour, artisans s'afférant aux restaurations minutieuses des boiseries et des fresques. Il passe la journée à superviser, tout en observant discrètement les différentes serrures du bâtiment. Aucune ne semble correspondre à sa clé mystérieuse. À midi, alors que les ouvriers font leur pause déjeuner dans la cour, il explore l'aile est, la plus ancienne, celle qui n'est pas encore concernée par les travaux. Un corridor étroit mène à une série de petites cellules monastiques. La poussière accumulée témoigne des décennies d'abandon. Sur un mur, une fresque à moitié effacée représente ce qui semble être un jugement dernier atypique. Antoine s'approche, intrigué par les détails inhabituels. Les damnés ne tombent pas en enfer, mais semblent s'élever vers une lumière ambiguë, tandis que les élus sont représentés prosternés dans l'obscurité. Fascinant, n'est-ce pas? La voix le fait sursauter. Monseigneur Valbert se tient à l'entrée du corridor, imposant dans sa soutane violette, observant Antoine avec un sourire indéchiffrable. Une interprétation hérétique du jugement dernier, poursuit l'évêque en s'avançant. L'une des raisons pour lesquelles les frères de l'ombre divine ont été dissous. Ils croyaient que la lumière divine était réservée à ceux qui osaient transgresser les règles terrestres par amour de la vérité supérieure. Antoine acquiesce, mal à l'aise. Comment l'évêque est-il arrivé ici sans qu'il l'entende? Et pourquoi cette visite impromptue? Je ne vous attendais pas aujourd'hui, monseigneur.
Je passais dans la région. Comment avance la restauration? Ils discutent du projet, Valbert posant des questions précises sur le calendrier, les zones explorées, les découvertes éventuelles. Antoine reste évasif sur l'hôtel et la clé, mentionnant simplement quelques trouvailles architecturales sans importance. Le père Moreau m'a dit que vous travailliez avec une historienne de Marseille, dit soudain l'évêque. Madame Mercier, c'est bien cela? En effet. Son expertise est précieuse pour contextualiser certains éléments. Bien sûr. Néanmoins, je dois insister sur la confidentialité de nos archives. Certaines interprétations historiques pourraient nuire à la réputation de l'Église. Le message est clair, l'avertissement à peine voilé. Antoine assure l'évêque de sa discrétion professionnelle. Mais lorsque Valbert repart, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi l'Église semble si préoccupée par les secrets de ce monastère abandonné depuis plus d'un siècle. Le soir, en rentrant à sa maison louée, Antoine remarque une voiture inconnue garée devant, une Renault 5 bleu marine, plaque d'immatriculation de Marseille. Son cœur fait un bond, il reconnaîtrait ce véhicule entre mille. Jacqueline l'attend sur le perron, un dossier sous le bras, son parfum subtil contrastant avec l'odeur de pierre et de poussière qui imprègne désormais les vêtements d'Antoine. « J'ai préféré venir en personne, » dit-elle en l'embrassant sur la joue. Ce que j'ai trouvé est trop important pour le téléphone. Dans le petit salon, elle étale ses documents sur la table. Photocopies d'archives, notes manuscrites, photographies. Son enthousiasme professionnel est contagieux. Ses yeux verts brillent d'excitation intellectuelle. Les frères de l'ombre divine avaient une conception très particulière de la spiritualité, explique-t-elle. Ils croyaient que certaines vérités divines devaient rester cachées du commun des mortels, accessibles uniquement aux initiés. Ils pratiquaient des rituels secrets dans une crypte dont l'existence même était niée par la hiérarchie officielle. Une crypte? Tu penses que ma clé pourrait y mener? Possible. Regarde ce plan de 1765, juste avant leur dissolution. Le document montre le monastère tel qu'il était à l'époque, avec une annotation énigmatique près de l'aile est. Porta Veritatis, la porte de la vérité. Cette zone correspond exactement au corridor où j'ai vu la fresque aujourd'hui, murmure Antoine. Et devine qui m'y a surpris. Monseigneur Valbert en personne. Il raconte sa rencontre avec l'évêque. L'avertissement à peine voilé. Jacqueline fronce les sourcils. Il y a autre chose, dit-elle en sortant une coupure de presse de son dossier. Un article du Provençal de 1953. Un journaliste enquêtant sur des rumeurs concernant un trésor caché à Saint-Michel-des-Ombres a mystérieusement disparu pendant ses recherches. L'enquête a conclu à un accident, une chute dans les falaises voisines. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Un frisson parcourt l'échine d'Antoine. La nuit est tombée pendant leur conversation, et la petite maison semble soudain vulnérable, isolée à la lisière du village. « Tu ne devrais pas rester seule ici, » dit Jacqueline, comme si elle lisait dans ses pensées. « Viens passer quelques jours à Marseille. Prends du recul. Je ne peux pas abandonner le chantier maintenant. » Et puis, il sort la clé de sa poche, la fait tourner entre ses doigts. L'objet semble presque vibrer d'une énergie propre, d'un appel silencieux. Je dois découvrir ce qu'elle ouvre. Jacqueline pose sa main sur la sienne, chaude et rassurante. Pas seul alors. Je reste cette nuit. Demain, nous explorerons ensemble. Leur proximité dans cette maison isolée fait ressurgir des sentiments longtemps contenus. La tension professionnelle se mêle à une intimité personnelle jamais vraiment assumée. Cette nuit-là, pour la première fois en 10 ans de relations ambiguës, ils ne cherchent plus d'excuses pour résister à ce qui les attire l'un vers l'autre. L'aube les trouve enlacés, avec cette étrange impression d'avoir franchi un seuil, d'avoir rompu une barrière invisible qu'ils s'étaient imposée pendant des années. Dehors, la brume matinale enveloppe les collines provençales, donnant au paysage une qualité onirique. « Je dois passer au village acheter quelques provisions, » dit Antoine en s'habillant. « Attends-moi ici, nous irons ensemble au monastère ensuite. » Le petit commerce sur la place est tenu par une femme âgée qui observe Antoine avec une curiosité non dissimulée. «
Vous avez de la visite, monsieur l'architecte ?» demande-t-elle en encaissant ses achats, ses yeux perçants semblant tout savoir des allées et venues dans le village. « Une collègue historienne, » répond-il simplement. « Méfiez-vous des vieilles pierres de Saint-Michel, » dit-elle en baissant la voix. « Elles n'aiment pas qu'on remue leur passé. » Antoine sourit poliment à cette superstition villageoise. En sortant, il croise le père Moreau qui semble surgir de nulle part, son regard s'attardant sur le sac de provisions clairement destiné à 2 personnes. « Monsieur Lefebvre, quelle surprise de vous voir si tôt. Bonjour, père. Je fais simplement quelques courses avant d'aller au chantier. » « Bien sûr. Monseigneur m'a chargé de vous dire qu'il souhaiterait voir les relevés de Lélès dès que possible. Je les lui ferai parvenir, » promet Antoine, pressé de s'éloigner du regard inquisiteur du prêtre. De retour à la maison, il trouve Jacqueline penché sur ses notes, absorbé par un détail du plan ancien. « Antoine, je crois avoir compris quelque chose. Regarde ces annotations en latin près de la Porta Veritatis. Elles font référence à un alignement astronomique. Je pense que l'entrée de la crypte n'est visible qu'à certains moments, peut-être liée au solstice ou à l'équinoxe. Comme dans certains temples anciens, murmure Antoine, fasciné. Mais nous sommes fin septembre. L'équinoxe d'automne était il y a 3 jours, dit Jacqueline en consultant son agenda. Si ma théorie est correcte, la porte pourrait encore être discernable aujourd'hui. Ils partent pour le monastère, le cœur battant d'une excitation à la fois professionnelle et personnelle. L'intimité nouvelle entre eux ajoute une dimension particulière à leur collaboration intellectuelle de longue date. Le chantier est en pleine activité quand ils arrivent. Antoine présente Jacqueline comme une consultante historique, ce qui n'est pas un mensonge. Il supervise les travaux pendant quelques heures, attendant le moment où le soleil atteindra la position idéale pour vérifier leur théorie sur l'alignement astronomique. À midi, les ouvriers font leur pause déjeuner dans la cour. Antoine et Jacqueline en profitent pour se glisser discrètement vers l'aile est. Le corridor aux fresques hérétiques est silencieux, baigné d'une lumière tamisée. Ils attendent, observant la progression du rayon de soleil qui filtre à travers une fenêtre étroite. Lentement, le rayon se déplace sur le mur opposé à la fresque, illuminant progressivement les pierres anciennes. Et là, comme par magie, une irrégularité se révèle, un motif subtil dans les jointures des pierres, invisible sous un éclairage normal, mais clairement discernable dans cet alignement précis. « C'est incroyable !» souffle Jacqueline. Les frères utilisaient la lumière elle-même comme clé. Antoine s'approche du mur, examine le motif révélé. Au centre, une petite dépression circulaire, juste assez grande pour y insérer quelque chose. « La clé », dit-il en sortant l'objet de sa poche. Le métal s'ajuste parfaitement dans l'orifice. Antoine tourne doucement, sent une résistance, puis un déclic profond résonne dans les murs. Une section entière de la paroi pivote silencieusement, révélant un passage étroit et sombre. « Mon Dieu !» murmure Jacqueline. « Nous avons trouvé. » Antoine sort sa lampe torche, éclaire l'ouverture. Des marches de pierre descendent en spirale dans les profondeurs. L'air qui s'en échappe est frais, chargé d'une odeur de terre et de temps figé. « Nous devrions prévenir quelqu'un, » dit Jacqueline, soudain hésitante. « Qui ? L'évêché qui a tout fait pour dissimuler ces informations ? Non, explorons d'abord, comprenons ce que les frères cachaient ici. » Main dans la main, ils s'engagent dans l'escalier en colimaçon. Les marches sont usées en leur centre, témoignant des nombreux passages d'autrefois. La descente semble interminable, les emmenant bien plus profondément que ce que la topographie du site laissait supposer. Finalement, l'escalier débouche sur une salle circulaire aux proportions parfaites. La lampe d'Antoine révèle des murs couverts de symboles ésotériques, d'inscriptions en latin et en grec ancien, de diagrammes astronomiques complexes. Au centre, un autel de pierre noire, différent de tout ce qu'Antoine a pu voir dans l'architecture religieuse traditionnelle. « C'est extraordinaire », dit Jacqueline en effleurant les inscriptions murales. Ces textes, certains semblent être des extraits de manuscrits considérés comme perdus, des évangiles apocryphes, des commentaires théologiques censurés par Rome. Antoine examine l'autel central.
Sur sa surface polie repose un coffret de métal terni par les siècles. Sans hésitation, il l'ouvre. À l'intérieur, un manuscrit relié de cuir sombre, ses pages protégées du temps par la sécheresse parfaite de cette crypte isolée. Sur la couverture, un titre en lettres dorées, Veritas absconditum, la vérité cachée. C'est pour cela que l'évêché s'intéresse tant à ce monastère, murmure Jacqueline, en feuilletant délicatement le manuscrit. Ces textes contredisent certains dogmes fondamentaux de l'Église. Ils suggèrent une interprétation radicalement différente des enseignements christiques. Un bruit au-dessus d'eux les fait sursauter. Des pas dans le corridor, des voix. Quelqu'un a découvert le passage. « Vite !» dit Antoine en refermant le coffret. « Nous devons sortir d'ici. » Mais c'est trop tard. Dans l'encadrement de la porte de la crypte se dessinent deux silhouettes. Monseigneur Valbert et le père Moreau. Leurs visages, éclairés par en dessous par la lampe d'Antoine, prennent une qualité presque démoniaque. « Monsieur Lefebvre, Madame Mercier, » dit l'évêque d'une voix dangereusement calme. « Je vois que votre curiosité professionnelle vous a mené plus loin que prévu. Ce lieu fait partie du patrimoine historique, » répond Antoine, se plaçant instinctivement devant Jacqueline. « Ces découvertes appartiennent à l'histoire, pas à l'Église seule. » « Vous ne comprenez pas les implications, » intervient le père Moreau, son regard fiévreux passant du manuscrit au symbole Murau. « Certaines vérités ne sont pas destinées au grand public. Elles seraient mal interprétées. Ou peut-être trop bien interprétées, » rétorque Jacqueline. « Ces textes pourraient remettre en question l'autorité même de l'institution ecclésiastique, n'est-ce pas ?» Valbert s'avance, imposant dans l'espace confiné de la crypte. Nous vous avions pourtant averti, monsieur Lefebvre. La discrétion était la condition de votre engagement sur ce projet. La discrétion, oui, pas la dissimulation de découvertes historiques majeures. Et qu'en est-il de votre propre discrétion ? Demande l'évêque, son regard passant d'Antoine à Jacqueline avec une insinuation manifeste. Un homme divorcé entretenant une relation avec une femme mariée. Oui, nous savons que Madame Mercier a un époux à Paris, un homme politique influent qui ignore tout de ses escapades provençales. Jacqueline pâlit. Antoine sent la colère monter en lui, mêlée à une appréhension grandissante. L'écho des paroles de Jacqueline lui revient. Des rumeurs sur Valbert, des pressions, des manipulations. « Que proposez-vous exactement ?» demande-t-il, cherchant à gagner du temps, à évaluer leurs options dans cet espace souterrain où personne ne sait qu'il se trouve. « Un arrangement simple, » répond Valbert. « Vous terminez la restauration du monastère selon nos conditions. Le manuscrit et l'existence même de cette crypte restent notre secret. En échange, nous veillons à ce que certaines indiscrétions personnelles ne parviennent pas aux oreilles qui pourraient en souffrir. Le chantage est à peine voilé. » Antoine regarde Jacqueline, cherchant dans ses yeux une indication, une décision partagée. « Et si nous refusons ?» demande-t-elle, la voix ferme malgré la situation. Le père Moreau sourit, un rictus qui n'atteint pas ses yeux. « Vous n'êtes pas les premiers à découvrir cette crypte, vous savez. En 1953, un journaliste trop curieux a fait un choix malheureux. La menace plane dans l'air confiné de la salle souterraine. Antoine réalise avec effroi qu'ils sont complètement isolés, dans un lieu dont personne ne connaît l'existence, face à des hommes prêts à tout pour préserver leur secret. « Nous avons besoin de temps pour réfléchir, » dit-il finalement. « Bien sûr, » concède Valbert avec un sourire glacial. « Prenez la nuit pour considérer notre proposition. Demain matin, j'attendrai votre réponse à l'évêché. » Ils remontent en silence, la tension palpable dans l'escalier étroit. En sortant du monastère, Antoine et Jacqueline échangent un regard lourd de signification. Les mots sont superflus. Ils savent tous deux qu'ils sont en danger. La nuit tombe sur la Provence, enveloppant le village de Saint-Michel-du-Var dans une obscurité inquiétante. Dans la petite maison louée, Antoine et Jacqueline parlent à voix basse, élaborant un plan. « Nous devons quitter la région cette nuit même, » insiste Jacqueline. « Retourner à Marseille, contacter des personnes de confiance dans les milieux universitaires, la presse, et ensuite, tu crois qu'ils laisseront tomber si facilement ? Tu as entendu leurs menaces à peine voilées concernant ce journaliste de 1953. » Un silence pesant
s'installe entre eux. Dehors, le vent s'est levé, faisant claquer une persienne mal fixée. Antoine se lève pour vérifier que les portes sont bien verrouillées. « J'ai pris quelques photos dans la crypte, » dit Jacquelin en sortant un appareil de son sac. « Pas de très bonne qualité dans cette obscurité, mais c'est une preuve de ce que nous avons trouvé. Et j'ai ceci, » ajoute Antoine, sortant de sa poche un petit carnet où il a rapidement noté certaines inscriptions de la crypte. Pas grand-chose, mais assez pour prouver l'authenticité de notre découverte. La décision est prise. Ils partiront avant l'aube, rejoindront Marseille, où ils pourront mobiliser des soutiens, protéger leur découverte et se protéger eux-mêmes des menaces à peine voilées de l'évêché. Épuisés par les émotions de la journée, ils finissent par s'endormir dans les bras l'un de l'autre, leur amour nouvellement assumé semblant plus précieux encore face au danger. C'est un bruit subtil qui réveille Antoine au milieu de la nuit. Un craquement dans le jardin, peut-être. Il se lève silencieusement, s'approche de la fenêtre. Dans la clarté de la lune, il distingue une silhouette près du portail. La soutane sombre du père Moreau est reconnaissable même dans la pénombre. Antoine réveille doucement Jacquelin, lui explique la situation en chuchotant. « Ils ne nous font pas confiance, » murmure-t-elle. « Ils nous surveillent. Nous devons partir maintenant, par l'arrière de la maison. » Rapidement, ils rassemblent leurs affaires essentielles, les photos, les notes, quelques vêtements. La maison dispose d'une porte de service donnant sur un chemin qui s'enfonce dans les collines, loin de la route principale où la voiture de Jacquelin est garée, trop visible. « Nous irons à pied jusqu'au village voisin, » décide Antoine. « De là, nous pourrons appeler un taxi. » Ils sortent dans la nuit provençale, se glissant comme des ombres entre les oliviers. Le chemin est difficile à suivre dans l'obscurité, mais Antoine connaît suffisamment la région après ces semaines passées ici. Ils progressent en silence, s'arrêtant parfois pour écouter, s'assurer qu'ils ne sont pas suivis. Après 1 heure de marche, ils atteignent une crête d'où l'on aperçoit les lumières du village voisin, encore à 2 kilomètres environ. La lune éclaire leur chemin d'une lueur argentée, donnant au paysage une beauté fantomatique. « Nous y sommes presque », encourage Antoine, serrant la main de Jacqueline. C'est alors qu'ils l'entendent, le ronronnement distant d'un moteur, des phares qui balayent la vallée en contrebas. Une voiture suit le chemin qu'ils viennent de parcourir. « Ils nous ont repérés », souffle Jacquelin. « Comment ont-ils su ?»« Peu importe. Continuons, plus vite. » Ils accélèrent le pas, descendant vers le village, espérant atteindre la sécurité relative de la civilisation avant d'être rattrapés. Mais le chemin devient plus escarpé, plus difficile à négocier dans l'obscurité. Jacquelin trébuche, pousse un cri de douleur. « Ma cheville, je crois que je me suis foulé quelque chose. » Antoine l'aide à se relever, passe son bras autour de sa taille pour la soutenir. Il progresse plus lentement maintenant, alors que les phares de la voiture semblent se rapprocher inexorablement. « Tu dois continuer seul, » dit Jacquelin, le visage crispé par la douleur. « Prends les photos, les notes. Va chercher de l'aide. Je ne t'abandonne pas ici. Antoine, sois raisonnable. L'un de nous doit réussir à partir, à révéler ce que nous avons découvert. » Derrière eux, la voiture s'est arrêtée. Des portières claquent, des voix s'élèvent dans la nuit. Antoine reconnaît celle du père Moreau, donnant des instructions à d'autres personnes. La décision est déchirante, mais il sait que Jacquelin a raison. Il prend les photos et les notes qu'elle lui tend, l'embrasse une dernière fois. « Je reviendrai avec de l'aide, je te le promets. »« Va, vite !» Antoine s'élance dans la pente, s'éloignant du chemin principal, plongeant à travers les broussailles. Derrière lui, des faisceaux de lampes torches balayent le terrain, les voix se rapprochent. Il entend Jacquelin crier quelque chose, mais ne distingue pas les mots. Le terrain devient plus abrupt, dangereux dans l'obscurité. Antoine progresse avec précaution, conscient que la moindre chute pourrait tout compromettre. Les lumières du village sont maintenant bien visibles, si proches, et pourtant si lointaines encore. Un cri retentit dans la nuit, la voix de Jacquelin, déformée par la distance, mais clairement en détresse. Antoine s'arrête, déchiré entre continuer vers la sécurité ou revenir en arrière. C'est alors qu'il aperçoit une silhouette sur sa droite, se déplaçant rapidement pour lui couper la route vers le village. Une seconde apparaît sur sa gauche.
Il l'encercle méthodiquement, réduisant ses options de fuite. Antoine change de direction, s'enfonçant plus profondément dans les collines. Il connaît un peu le terrain, sait qu'un ancien sentier de bergers traverse la zone. S'il peut l'atteindre, il aura une chance de leur échapper. Les minutes s'étirent en une course désespérée à travers la garrigue. Les épines des buissons déchirent ses vêtements, écorchent sa peau. Sa respiration devient laborieuse. La sueur brûle ses yeux. Mais l'adrénaline le pousse en avant, ainsi que la pensée de Jacqueline, des secrets qu'ils ont découverts, de la vérité qui doit être révélée. Il atteint finalement une zone plus dégagée, où le sentier des bergers devrait se trouver. La lune, momentanément voilée par un nuage, réapparaît, révélant le paysage autour de lui. Et c'est là qu'il la voit, une structure imposante qui se dresse à quelques centaines de mètres, silhouette familière contre le ciel étoilé. Le monastère. Dans sa fuite éperdue, désorienté par l'obscurité et le terrain accidenté, il a tourné en rond. Au lieu de s'éloigner du danger, il s'en est rapproché. Les voix de ses poursuivants se font plus distinctes maintenant. Ils ont dû comprendre également où il se dirigeait involontairement. Antoine n'a plus qu'une option, le monastère lui-même. S'il peut y entrer, se cacher dans le dédale de ses couloirs, de ses salles en restauration. Il court vers le bâtiment Syll, Roger partie 2, le silence et la quête. Il court vers le bâtiment silencieux, sa silhouette se découpant contre la pierre claire sous le clair de lune. Les portes principales sont verrouillées. Mais Antoine connaît une entrée secondaire utilisée par les ouvriers, souvent laissée simplement fermée par un loquet. Ses doigts tremblants parviennent à l'ouvrir. Il se glisse dans l'obscurité du monastère, son souffle erratique résonnant contre les murs anciens. À l'intérieur, le silence est oppressant. Les échafaudages projettent des ombres fantomatiques, transformant le lieu familier en un labyrinthe méconnaissable. Antoine progresse à tâtons, cherchant un endroit où se dissimuler. Son esprit est tourmenté par l'image de Jacqueline, restée seule face à leurs poursuivants. Qu'est-il advenu d'elle? Un bruit à l'extérieur le fait sursauter. Des voix se rapprochent. Une décision s'impose en une fraction de seconde. Où aller? La crypte secrète. C'est risqué. Il pourrait penser à chercher là-bas, mais c'est aussi l'endroit qu'il connaît le mieux désormais. Et peut-être pourra-t-il y trouver quelque chose pour l'aider. Il se dirige vers l'aile est, atteint le corridor aux fresques hérétiques. Dans la pénombre, il tâtonne à la recherche du mécanisme d'ouverture. Sans la lumière du soleil révélant le motif caché, sans la clé qu'il a laissée chez lui dans sa fuite précipitée, comment accéder à la crypte? Ses doigts parcourent le mur avec désespoir, cherchant la moindre irrégularité. Dehors, les voix se rapprochent inexorablement. C'est alors qu'il remarque une subtile différence dans la texture de la pierre, à l'endroit précis où se trouvait le mécanisme. Il appuie de toutes ses forces et contre toute attente, le passage s'ouvre. Quelqu'un l'a déverrouillé récemment. Antoine s'engouffre dans l'escalier en colimaçon, referme la porte derrière lui. L'obscurité est totale. Il descend à tâtons, comptant les marches, s'orientant grâce au mur humide sous ses doigts. Quand il atteint finalement la crypte circulaire, une faible lueur l'accueille, une bougie allumée sur l'autel central. Il n'est pas seul. Une silhouette se tient dans l'ombre, immobile. Antoine retient son souffle, prêt à fuir, quand la personne s'avance dans la lumière vacillante. Jacqueline. Son visage est pâle, marqué par la peur et l'épuisement, mais elle est là, bien vivante. « Comment es-tu arrivé ici avant moi ?» balbutie-t-il. « Le père Moreau m'a amené ici directement, » répond-elle, la voix étrangement calme. « Antoine, je dois te dire quelque chose. » Un bruit de pas dans l'escalier interrompt leur conversation. L'écho se répercute contre les murs de pierre, annonçant l'arrivée imminente de quelqu'un. Antoine regarde autour de lui, cherchant une issue, une cachette, n'importe quoi. Mais la crypte circulaire n'offre aucune échappatoire. La silhouette imposante de Monseigneur Valbert apparaît dans l'encadrement de la porte, suivie du père Moreau. L'évêque semble presque amusé de la situation. « Monsieur Lefebvre, vous nous avez fait courir, » dit-il calmement. « Mais comme vous le voyez, tout ceci était inutile. »
Antoine se tourne vers Jacqueline, l'incompréhension se lisant sur son visage. « Je suis désolé, murmure-t-elle. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, répond-il amèrement. Le père Moreau s'avance, tenant le manuscrit des frères de l'ombre divine entre ses mains. Ses yeux brillent d'une ferveur inquiétante à la lueur de la bougie. « Savez-vous ce que contient réellement ce texte, monsieur Lefebvre ?» demande-t-il. Il ne s'agit pas seulement de théologie alternative ou d'hérésies anciennes. Il s'agit d'un pouvoir que l'Église a toujours cherché à contenir, pas seulement par dogmatisme, mais par nécessité. Quel genre de pouvoir pourrait justifier vos menaces, votre chantage? Rétorque Antoine. Monseigneur Valbert soupire, comme lassé de devoir s'expliquer. Nous ne sommes pas vos ennemis, nous protégeons l'humanité d'elle-même depuis des siècles. Certaines connaissances ne doivent pas être diffusées inconsidérément. Un silence pesant s'installe dans la crypte. Antoine regarde tour à tour Valbert, Moreau et Jacqueline. Dans leurs yeux, il ne lit ni malveillance ni folie, mais une conviction profonde. « Je vous écouterai, » dit-il finalement. « Expliquez-moi ce qui justifie tout ceci. » Dans les heures qui suivent, assis dans la crypte éclairée par des bougies supplémentaires, Antoine écoute une histoire qui remet en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'histoire religieuse. Le manuscrit des frères de l'ombre divine contient, selon Valbert, des formules et rituels capables d'ouvrir ce que les moines appelaient les portes de la perception divine. Des états de conscience altérés qui, pratiqués collectivement, pouvaient engendrer des phénomènes inexplicables. En 1767, les frères ont conduit une expérience qui a mal tourné, explique l'évêque. 12 villageois sont morts dans des circonstances que les autorités de l'époque ont attribuées à une épidémie. La vérité était bien plus troublante. L'aube point, quand leur conversation s'achève. Antoine est épuisé, désorienté par ces révélations qui bousculent sa vision rationnelle du monde. Valbert lui propose un marché, continuer la restauration du monastère sous leur supervision, garder le secret sur la crypte et son contenu, en échange de quoi il s'engage à préserver et étudier ses connaissances avec précaution, sans menace ni chantage. « Et Jacqueline ?» demande Antoine. « Madame Mercier a déjà accepté de collaborer avec nous, » répond Moreau. « Son expertise historique nous est précieuse. » Antoine regarde Jacqueline, cherchant dans ses yeux une confirmation, un démenti, n'importe quel indice de ses véritables sentiments. « C'est vrai, » dit-elle doucement. « Je crois qu'ils ont raison, Antoine. Ces connaissances sont trop dangereuses pour être révélées au grand public. Pas dans notre monde actuel, pas avec les moyens de communication de masse dont nous disposons. » Finalement, Antoine accepte le compromis, moins par conviction que par épuisement et par manque d'alternative. Les jours suivants se déroulent dans une atmosphère étrange. Il poursuit la restauration du monastère, collabore avec Valbert et Moreau pour sécuriser discrètement la crypte tout en la rendant accessible aux chercheurs autorisés par l'Église. Jacqueline retourne à Marseille, invoquant des obligations professionnelles. Leur relation, à peine éclose, semble s'être refermée comme une fleur nocturne au lever du jour. Les appels téléphoniques deviennent plus courts, plus formels. Antoine se demande ce qu'elle pense réellement, si elle a été sincère en acceptant la version de Valbert, ou si elle joue un rôle pour se protéger, pour les protéger tous les deux. Un mois plus tard, la restauration de Saint-Michel-des-Ombres est presque achevée. Antoine, qui vit toujours dans la petite maison louée près du monastère, reçoit un appel de Claudine, son assistante restée à Marseille. « Antoine, est-ce que tout va bien ? J'ai des appels étranges au bureau, des gens qui te cherchent. » « Quels gens ? » Un journaliste de Paris Match, un avocat qui refuse de dire qui il représente. Et Jacqueline Mercier a vidé son bureau au musée. Personne ne sait où elle est partie. Un frisson parcourt l'échine d'Antoine. Il raccroche après avoir rassuré Claudine avec des explications vagues, puis se précipite vers le monastère. Dans la chapelle, il trouve Monseigneur Valbert en conversation avec 2 hommes en costume qu'il n'a jamais vus. « Ah, monsieur Lefebvre !» dit l'évêque avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Justement, nous parlions de vous. Ces messieurs sont du ministère de la Culture. Ils souhaitent discuter de l'avancement du projet. »
Les hommes se présentent avec des noms qu'Antoine oublie instantanément, tendant des cartes de visite officielles qui semblent authentiques. Leur intérêt pour la restauration paraît normal, leurs questions techniques sont pertinentes. Pourtant, quelque chose dans leur attitude met Antoine mal à l'aise. Après leur départ, il confronte Valbert. « Où est Jacquelin ?» Madame Mercier a décidé de prendre du recul. « Le poids des secrets pèse différemment sur chacun d'entre nous. Je veux lui parler. Ce n'est pas possible pour le moment. » La tension monte entre eux, palpable dans l'air confiné de la chapelle. Antoine comprend qu'il est piégé dans une toile dont il ne connaît pas tous les fils. Cette nuit-là, dans la solitude de sa maison louée, il prend une décision. Il ne peut pas continuer ainsi, dans l'incertitude et la méfiance. Il rédige 3 lettres. La première à ses fils, expliquant ce qu'il a découvert et ce qu'il compte faire. La seconde à Claudine, avec des instructions précises sur la gestion du cabinet en son absence. La troisième est adressée à un ami journaliste à Paris, relatant toute l'histoire du monastère, de la crypte du manuscrit et des pressions exercées par l'évêché. Il joint à cette dernière les photos prises par Jacquelin et ses propres notes. Au petit matin, il poste les lettres au bureau de poste du village, puis retourne au monastère pour une dernière confrontation avec Valbert. Mais l'évêque n'est pas là. Seul le père Moreau est présent, manipulant avec précaution le manuscrit des frères de l'ombre divine dans la crypte. « Où est monseigneur Valbert ?» demande Antoine. « Rappelez à Rome, des affaires urgentes. » Et Jacqueline ? Moreau lève les yeux du manuscrit, son regard étrangement compatissant derrière ses lunettes épaisses. « Elle est en sécurité, monsieur Lefebvre. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vous crois pas. Je ne vous ai jamais vraiment cru, ni vous, ni Valbert. J'ai envoyé des lettres ce matin, racontant tout ce qui s'est passé ici. Si quelque chose m'arrive, la vérité éclatera au grand jour. » Moreau soupire, refermant délicatement le manuscrit. « Personne ne souhaite qu'il vous arrive quoi que ce soit. Nous voulons simplement protéger un savoir dangereux. » Dangereux pour qui? Pour l'autorité de l'Église? Pour le pouvoir que vous exercez sur les croyants? Pour l'humanité tout entière? Répond Moreau avec une conviction troublante. Vous ne comprenez pas encore, mais vous comprendrez. Cette conversation est la dernière qu'Antoine Lefebvre a avec quiconque, selon les témoignages recueillis par la suite. Le soir même, sa voiture est retrouvée abandonnée près des falaises qui bordent la côte à une vingtaine de kilomètres du village. Ses effets personnels sont toujours dans la petite maison louée, soigneusement rangée. Aucune note, aucun message d'adieu, simplement une absence. Le 5 octobre 1985, la disparition d'Antoine Lefebvre est officiellement signalée par Claudine Berger, son assistante. L'enquête qui s'ensuit révèle rapidement plusieurs zones d'ombre. Les lettres qu'il prétendait avoir envoyées ne sont jamais arrivées à destination. La poste du village n'a aucune trace de son passage ce matin-là. Jacquelin Mercier, également porté disparu, aurait, selon son mari, démissionné du musée pour accepter un poste à l'étranger. Une version confirmée par sa lettre de démission, bien que personne n'ait eu de ses nouvelles directes depuis. Les fils d'Antoine, Mathieu et Thomas, 22 et 20 ans, accourent de Paris dès qu'ils apprennent la nouvelle. Leur douleur et leur incompréhension se transforment rapidement en colère face aux incohérences de l'enquête officielle. « Notre père n'était pas suicidaire », affirme Mathieu aux gendarmes. « Il était passionné par ce projet de restauration. Il nous appelait chaque semaine pour nous en parler. A-t-il mentionné des problèmes, des menaces ?» demande le lieutenant Perrin, chargé de l'enquête. « Non, mais ces derniers temps, il semblait préoccupé, moins loquace sur le monastère. Les recherches se concentrent d'abord autour des falaises où la voiture a été retrouvée. Des équipes de plongeurs explorent les eaux en contrebas sans résultat. Le scénario d'un suicide est privilégié par les enquêteurs, malgré l'absence de corps et de lettres d'adieu. Monseigneur Valbert, interrogé à son retour de Rome, exprime sa tristesse face à cette tragédie. Le père Moreau confirme avoir vu Antoine le matin de sa disparition, décrivant une conversation normale concernant les derniers détails de la restauration. Il semblait parfaitement calme, peut-être un peu fatigué, témoigne-t-il. Rien ne laissait présager un tel drame. Les ouvriers du chantier, interrogés un à un, n'ont rien remarqué d'anormal.
La vieille commerçante du village se souvient qu'Antoine était venu acheter du pain ce matin-là. Comme d'habitude, poli mais distrait. L'enquête piétine. Sans corps, sans mobile clair, sans témoin direct, les gendarmes accumulent des détails sans parvenir à reconstituer les dernières heures d'Antoine Lefèvre. Le mystère s'épaissit avec l'absence simultanée de Jacqueline Mercier. Bien que son cas soit traité séparément, sa disparition étant considérée comme volontaire, selon les documents laissés derrière elle. Michel Mercier, le mari de Jacqueline, conseiller au ministère de la Culture, semble accepter sans difficulté la version officielle de la démission de sa femme. Son calme face à cette situation intrigue les fils d'Antoine, qui tentent de le rencontrer sans succès. Un mois après la disparition, l'enquête est au point mort. Le lieutenant Perrin, frustré par ce dossier qui lui échappe, commence à explorer des pistes alternatives. Il s'intéresse particulièrement au projet de restauration lui-même. Pourquoi ce monastère abandonné suscitait-il soudain tant d'intérêt? Pourquoi l'évêché avait-il spécifiquement demandé Antoine Lefèvre, alors que d'autres architectes plus renommés auraient pu prendre en charge ce projet? Ces recherches le mènent à découvrir que 3 autres personnes liées à Saint-Michel-des-Ombres ont disparu au cours des 50 dernières années, un journaliste en 1953, un historien local en 1972 et un photographe freelance en 1979. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Chaque cas a été classé différemment. Accident, suicide présumé, départ volontaire, mais le schéma troublant ne peut être ignoré. Perrin tente d'approfondir cette piste, demande l'accès aux archives de l'évêché concernant le monastère. Sa requête est poliment mais fermement rejetée, invoquant la confidentialité des documents religieux. Il se tourne alors vers le ministère de la Culture, espérant obtenir des informations sur le projet de restauration. Là encore, il se heurte à des obstacles administratifs inattendus. 6 mois après la disparition d'Antoine, l'enquête est officiellement mise en suspens, faute d'éléments nouveaux. Les fils Lefèvre refusent d'accepter cette décision. Ils engagent un détective privé, Pierre Vernet, ancien policier reconverti, pour poursuivre les recherches. Vernet reprend méthodiquement le dossier, interrogeant à nouveau tous les témoins. Il découvre que certains ouvriers du chantier ont quitté la région peu après la disparition d'Antoine, impossibles à retrouver. Il s'intéresse particulièrement à l'assistante Claudine, qui lui révèle un détail troublant. Antoine avait une théorie sur le monastère, confie-t-elle. Il pensait avoir découvert quelque chose d'important, historiquement parlant. Il en parlait souvent avec Madame Mercier. De quoi s'agissait-il exactement? Je ne sais pas. Il devenait évasif quand je posais trop de questions, mais il prenait des notes dans un carnet spécial qu'il gardait toujours sur lui. Ce carnet n'a jamais été retrouvé, ni dans la maison louée, ni dans la voiture abandonnée. Vernet tente alors une approche différente. Il s'intéresse à Jacqueline Mercier, cherchant à vérifier si elle a réellement quitté le pays. Aucune trace de son passage aux frontières, aucun visa demandé à son nom. La lettre de démission, examinée par un expert en graphologie à la demande de Vernet, présente des caractéristiques douteuses, potentiellement une imitation de son écriture. 1 an après la disparition, le dossier Antoine Lefèvre commence à intéresser la presse. Un journaliste du Monde, Étienne Cordier, publie une série d'articles sur les mystères de Saint-Michel-des-Ombres, évoquant les disparitions successives liées au monastère et suggérant une possible dissimulation de preuves. Ces articles déclenchent une réaction inattendue. Michel Mercier, le mari de Jacqueline, porte plainte pour diffamation contre le journal. Le procès qui s'ensuit tourne court quand le journaliste, incapable de présenter des preuves concrètes, est contraint de publier un démenti. Peu après, Cordier quitte le Monde pour raisons personnelles. Les années passent. La restauration de Saint-Michel-des-Ombres s'achève sous la direction d'un nouvel architecte. Le monastère ouvre partiellement au public en 1987, devenant un centre d'études théologiques et un lieu de retraite spirituelle, géré directement par l'évêché. Monseigneur Valbert, promu à Rome, laisse place à un nouvel évêque. Le père Moreau poursuit sa carrière ecclésiastique,
devenant le responsable des archives diocésaines. Thomas et Mathieu Lefebvre continuent leur quête de vérité, malgré les obstacles. Leur détermination ne faiblit pas, même quand le détective Vernet, découragé par les impasses successives et les pressions indirectes qu'il subit, leur conseille d'abandonner. « Il y a des forces en jeu que nous ne pouvons pas combattre », leur dit-il lors de leur dernière rencontre en 1990. « Je suis désolé pour votre père, mais cette affaire nous dépasse. » Les fils d'Antoine refusent cette résignation. Ils créent une association, Vérité pour Antoine, qui regroupe progressivement d'autres familles touchées par des disparitions inexpliquées. Ils organisent des conférences, publient une newsletter, entretiennent la flamme de la mémoire et de la recherche. Le lieutenant Perrin, désormais à la retraite, les aide occasionnellement, partageant son expertise et ses contacts. Il leur confie un jour « J'ai passé ma carrière à croire au système, à la justice institutionnelle. L'affaire de votre père a ébranlé cette conviction. Il y a eu obstruction, j'en suis certain maintenant. Le temps transforme Marseille, la Provence, la France entière. La petite association Vérité pour Antoine survit aux changements politiques, aux évolutions technologiques. Internet devient un nouvel outil de recherche et de communication. Thomas, devenu avocat, et Mathieu, journaliste, utilisent leurs compétences professionnelles pour maintenir le dossier ouvert dans la mesure du possible. En 2005, 20 ans après la disparition, ils organisent une commémoration au bord des falaises où la voiture de leur père a été retrouvée. Une simple plaque est dévoilée, à la mémoire d'Antoine Lefebvre, architecte et père, disparu le 5 octobre 1985. La vérité ne se perd jamais, elle attend d'être découverte. La cérémonie attire une vingtaine de personnes, amis fidèles, membres de l'association, quelques journalistes locaux. Parmi eux, se trouve une femme âgée que personne ne reconnaît immédiatement. Elle s'approche de Thomas et Mathieu après la cérémonie. « Je m'appelle Claudine Berger, dit-elle. J'étais l'assistante de votre père. »« Bien sûr, Claudine, nous vous avons écrit plusieurs fois ces dernières années sans réponse. J'ai quitté la France peu après l'événement. Je vis au Canada depuis, mais je n'ai jamais oublié Antoine, ni ce qui s'est passé. Cette rencontre inattendue ravive l'espoir des fils Lefebvre. Claudine, maintenant âgée de 75 ans, leur révèle qu'elle a gardé certains documents personnels d'Antoine, des esquisses, des notes qui n'étaient pas directement liées au projet du monastère et qu'elle avait retirées du bureau avant que tout ne soit emballé et envoyé à la famille. « Je ne savais pas si ces papiers avaient de l'importance, » explique-t-elle. « Mais je ne pouvais pas me résoudre à m'en séparer. » Parmi ces documents se trouve une série de dessins réalisés par Antoine, représentant des symboles étranges qu'il avait apparemment observés quelque part dans le monastère. Des symboles qui ressemblent étrangement à ceux décrits dans les articles censurés du journaliste disparu en 1953. Cette découverte relance l'investigation. Thomas et Mathieu, utilisant les ressources d'Internet et leur réseau professionnel élargi, identifient ces symboles comme appartenant à une tradition ésotérique spécifique, liée à un ordre monastique obscur du Moyen-Âge. Leurs recherches les mettent en contact avec un professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne, spécialiste des ordres religieux marginaux. Ces symboles sont associés aux frères de l'ombre divine, confirme le professeur Leroy, un ordre dissous au XVIIIe siècle pour hérésie. Leurs écrits et rituels ont été presque entièrement détruits par l'Église. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Antoine aurait découvert des vestiges de cet ordre dans le monastère, peut-être des textes, des artefacts que l'Église souhaitait garder secrets. L'hypothèse d'une dissimulation organisée devient plus plausible. En 2010, un événement inattendu bouleverse l'affaire. Le père Moreau, désormais Monseigneur Moreau, évêque auxiliaire de Marseille, décède d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Selon ses dernières volontés, certaines de ses archives personnelles doivent être remises à la Bibliothèque nationale 25 ans après sa mort, soit en 2035.
Cette clause testamentaire, rapportée par la presse catholique, attire l'attention de Thomas et Mathieu. Pourquoi ce délai spécifique? Que contiennent ces archives qui nécessitent un embargo aussi long? Ils tentent de contester juridiquement cette clause, arguant que ces documents pourraient contenir des informations cruciales sur la disparition de leur père. Leur demande est rejetée par les tribunaux, le testament étant juridiquement inattaquable. L'affaire semble de nouveau dans l'impasse quand en 2015, une découverte fortuite relance tout. Des travaux de rénovation dans l'aile et du monastère, désormais centre d'études théologiques, nécessitent le déplacement temporaire d'une section de mur. Derrière celui-ci, les ouvriers découvrent une cavité contenant un objet enveloppé dans un tissu, un carnet relié de cuir, protégé des éléments et du temps. Le responsable du chantier, ignorant l'importance potentielle de cette découverte, remet le carnet à la direction du centre. C'est un jeune prêtre, récemment nommé, qui reconnaît le nom inscrit sur la première page, Antoine Lefebvre, 1985-1986. Ce jeune ecclésiastique, le père Simon Laurent, n'a pas connu l'époque des événements. Il a grandi dans une église différente, plus transparente, plus consciente des erreurs du passé. Après une nuit de réflexion et de prière, il prend une décision qui changera le cours de l'affaire. Il contacte l'association Vérité pour Antoine et remet le carnet à Thomas et Mathieu Lefebvre. « Je crois que la vérité sert mieux la foi que le silence », leur dit-il simplement. Le carnet contient le récit détaillé des découvertes d'Antoine, de ses conversations avec Valbert et Moreau, de ses soupçons grandissants. Les dernières pages sont particulièrement troublantes. Antoine y décrit sa conviction que Jacqueline a été enlevée, peut-être même tuée, pour l'empêcher de révéler ce qu'ils avaient découvert ensemble. Le dernier paragraphe, écrit d'une main tremblante, se termine par ces mots « Que Dieu me pardonne, car eux ne le feront jamais ». Cette découverte relance l'enquête officielle. La police judiciaire, saisie par le procureur suite aux révélations du carnet, ordonne une inspection complète du monastère. Des technologies modernes, scanners, géoradars, analyses chimiques des sols sont déployées pour explorer les zones identifiées dans les notes d'Antoine. C'est ainsi qu'en 2023, Marie Dufresne, conservatrice du patrimoine chargée de superviser ces nouvelles investigations, découvre sous l'autel de la chapelle un second carnet caché là par Antoine juste avant sa disparition. Une copie de sécurité de ses notes les plus importantes, accompagnée d'un message adressé à ceux qui le trouveraient un jour. « Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas pu révéler la vérité de mon vivant. La crypte des frères de l'ombre divine existe. Le manuscrit Veritas Absconditum existe. J'ignore quel pouvoir il contient réellement, mais je sais que des hommes sont prêts à tuer pour le garder secret. Cherchez Jacqueline Mercier. Si elle est encore en vie, elle connaît la vérité complète. » Pour Thomas et Mathieu, désormais quinquagénaires, ce message de leur père, traversant les décennies comme une bouteille à la mer, ravive une flamme qu'ils n'ont jamais laissé s'éteindre. Quelque part, peut-être, Jacqueline Mercier est encore vivante. Et avec elle, la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Saint-Michel-des-Ombres, en cet automne 1985. La quête continue, portée par une nouvelle génération. Le silence qui a régné pendant près de 40 ans commence enfin à se fissurer, laissant filtrer les premiers rayons d'une vérité trop longtemps ensevelie dans l'ombre. Partie 3. La vérité et l'héritage. Le printemps 2023 enveloppe le monastère Saint-Michel-des-Ombres d'une lumière nouvelle. Les amandiers en fleurs parsèment les collines environnantes, contrastant avec la pierre ocre du bâtiment séculaire. Marie Dufresne, dont la découverte a relancé une affaire vieille de 4 décennies, observe les techniciens installer leur équipement sophistiqué dans la chapelle. L'équipe d'investigation comprend désormais des archéologues, des experts en criminalistique, des historiens et des spécialistes en technologie d'imagerie avancée. Le monastère, fermé au public pour la durée de l'enquête, est devenu le théâtre d'une véritable opération archéologique judiciaire. Thomas et Mathieu Lefebvre, fils d'Antoine, sont présents presque chaque jour. À 58 et 56 ans, ces hommes ont passé plus de temps à chercher leur père qu'ils n'en ont passé avec lui.
Leur visage porte l'empreinte de cette quête, mélange de détermination et de lassitude que seules les très longues attentes peuvent sculpter. « C'est étrange », confie Thomas à Marie alors qu'ils observent les techniciens scanner les murs de la crypte enfin localisée. Pendant des années, nous avons imaginé ce lieu, tenté de le visualiser d'après les notes de notre père. Le voir en réalité est presque décevant. La crypte circulaire, une fois débarrassée de la poussière accumulée, apparaît plus petite que dans leur imagination. Les symboles ésotériques sur les murs sont partiellement effacés par le temps. L'autel central en pierre noire, décrit avec tant de mystère dans le carnet d'Antoine, n'est plus qu'un simple bloc de basalte taillé. Pourtant, les technologies modernes révèlent ce que l'œil ne peut voir. Les scanners à rayons X détectent des cavités dans les murs, des pigments invisibles à l'œil nu sur les fresques. L'analyse spectrale de l'encre utilisée dans les inscriptions confirme leur ancienneté. « Votre père ne mentait pas », assure le docteur Élise Vartanian, archéologue spécialiste des sites religieux médiévaux. Cette crypte correspond exactement à sa description, mais le plus important, le manuscrit Veritas Absconditum n'est plus là. Qui l'aurait pris, Moreau, Valbert ? Demande Mathieu. Impossible de le savoir pour l'instant, répond Marie. Mais nous avons d'autres pistes à explorer. La plus prometteuse de ces pistes porte un nom, Jacqueline Mercier. Si elle est encore en vie, elle aurait 81 ans. Les recherches pour la localiser se heurtent d'abord à un mur. Son mari, Michel Mercier, est décédé en 2012 sans jamais avoir révélé quoi que ce soit concernant la disparition de sa femme. Leur fille unique, Claire, maintient la version officielle. Sa mère est partie volontairement à l'étranger pour des raisons personnelles. C'est le recours aux bases de données internationales qui offre la première percée significative. La commissaire divisionnaire Sophie Lemaire, chargée de la nouvelle enquête, présente ses découvertes lors d'une réunion au commissariat de Marseille. Nous avons identifié une femme correspondant aux caractéristiques de Jacqueline Mercier, vivant sous le nom d'Anne Dutheil à Québec au Canada, annonce-t-elle en dépliant un dossier devant Thomas et Mathieu. Les analyses biométriques basées sur d'anciennes photos suggèrent une correspondance de 94%. Les photos satellites et les enregistrements des caméras de sécurité publique ont permis de localiser cette femme dans un petit appartement du Vieux-Québec. Une surveillance discrète a été mise en place, coordonnée avec la police canadienne. Nous devons procéder avec une extrême prudence, avertit la commissaire. Si c'est bien Jacqueline Mercier, elle vit dans la clandestinité depuis presque 40 ans. L'approcher brutalement pourrait la faire fuir à nouveau. Ou pire. Thomas et Mathieu échangent un regard. L'idée que cette femme puisse détenir les réponses qu'ils cherchent depuis si longtemps leur donne le vertige. Nous voulons la rencontrer, affirme Thomas. Ce n'est pas si simple, tempère la commissaire. Nous devons d'abord établir son identité avec certitude, puis déterminer si elle est témoin ou impliquée dans la disparition de votre père. Pendant ce temps, à Saint-Michel-des-Ombres, les recherches se poursuivent. L'analyse des échantillons de sol prélevés autour du monastère n'a révélé aucune trace suggérant l'inhumation d'un corps. Les technologies de géoradar ont cartographié le sous-sol sans découvrir d'anomalies significatives. C'est finalement l'étude minutieuse des registres administratifs qui fournit un nouvel indice crucial. Mélanie Chassan, jeune historienne spécialisée en archives numériques, découvre une incohérence dans les documents relatifs à la restauration de 1985. Les factures adressées à l'évêché mentionnent des travaux de consolidation dans une zone qui n'apparaît sur aucun plan, explique-t-elle, en montrant les documents numérisés. Un versement conséquent a été effectué à une entreprise de maçonnerie qui a cessé d'exister 3 mois après la fin du chantier. Cette zone non répertoriée se situe dans les fondations de l'aile ouest, la plus récente du monastère, reconstruite au XIXe siècle. Les techniciens y déploient leurs équipements les plus sophistiqués, scanners à ondes millimétriques, détecteurs de cavités, analyse thermique. Les résultats sont révélateurs. Sous une dalle de béton moderne, parfaitement intégrée au bâti ancien, se trouve un espace creux d'environ 2 mètres carrés.
la décision est prise d'ouvrir cette cavité sous contrôle judiciaire. L'opération, menée avec toutes les précautions d'une fouille archéologique, révèle non pas un corps comme certains le craignaient, mais une cache soigneusement aménagée. À l'intérieur, protégé par un coffret métallique scellé, le manuscrit Veritas Absconditum. « C'est incroyable !» murmure Marie Dufresne en examinant l'ouvrage relié de cuir sombre. « Il était là, tout ce temps, caché dans la partie la plus récente du monastère, là où personne ne penserait à chercher un artefact médiéval. » L'examen préliminaire du manuscrit confirme son authenticité. Écrit en latin médiéval avec des annotations en grec ancien, il contient des diagrammes complexes, des formules que les spécialistes peinent à interpréter et des références à des pratiques spirituelles considérées comme hérétiques. Ce n'est pas seulement un texte théologique, explique le professeur Leroy, appelé en consultation. C'est un manuel pratique, décrivant des techniques de méditation collective, de synchronisation mentale, que les frères de l'ombre divine considéraient comme des moyens d'accéder à une conscience supérieure. La découverte du manuscrit fait l'objet d'un rapport détaillé envoyé aux autorités compétentes. La juge d'instruction en charge du dossier, Madame Levasseur, décide alors d'accélérer les démarches concernant la femme identifiée à Québec. Une demande de coopération judiciaire internationale est activée, permettant à Thomas et Mathieu de s'envoler pour le Canada, accompagnés d'un officier de police judiciaire français et d'une interprète. Leur mission, établir le premier contact avec celle qui pourrait être Jacqueline Mercier. Le vieux Québec, avec ses ruelles pavées et ses bâtiments historiques, offre un décor presque trop pittoresque pour une confrontation aussi lourde d'enjeux. L'appartement d'Anne Dutheil se trouve dans un immeuble ancien de la rue du Petit Champlain, avec vue sur le Saint-Laurent. C'est Thomas qui frappe à la porte, le cœur battant. Des pas légers se font entendre à l'intérieur. Puis une voix de femme âgée. « Qui est-ce »« Madame Dutheil, je m'appelle Thomas Lefebvre. J'aimerais vous parler de mon père, Antoine. » Un long silence s'installe, si prolongé que Thomas se demande si elle est encore derrière la porte. Puis le bruit d'une chaîne qu'on retire, d'une serrure qu'on déverrouille. La femme qui se tient dans l'embrasure est mince, ses cheveux blancs coupés courts, encadrant un visage où l'on devine encore la beauté décrite par Antoine dans ses notes. Ses yeux verts, étonnamment vifs malgré l'âge, examinent Thomas avec une intensité troublante. « Vous lui ressemblez », dit-elle simplement. Puis, regardant derrière lui, « Vous devez être Mathieu. Et je suppose que les personnes qui attendent dans la voiture en bas sont des policiers. » Elle s'écarte pour les laisser entrer, avec la dignité de quelqu'un qui a longtemps attendu ce moment. L'appartement est modeste mais élégant, rempli de livres et d'objets d'art. Sur un mur, une esquisse encadrée, un dessin architectural de la main d'Antoine Lefebvre, reconnaissable entre mille. « Oui, je suis Jacqueline Mercier », confirme-t-elle en les invitant à s'asseoir. « Je savais que ce jour viendrait, tôt ou tard. » Les heures qui suivent sont consacrées à un récit que Jacqueline a porté seule pendant près de 4 décennies. Sa voix, d'abord hésitante, gagne en assurance à mesure qu'elle déroule l'histoire de cette fin d'été 1985. Votre père et moi avions effectivement découvert la crypte et le manuscrit. Ce que nous ignorions alors, c'est que nous n'étions pas les premiers. Le père Moreau avait redécouvert ce lieu des années auparavant et l'avait gardé secret, n'en parlant qu'à Monseigneur Valbert quand celui-ci avait pris ses fonctions. Selon Jacqueline, les 2 ecclésiastiques avaient d'abord agi par conviction religieuse, persuadés que le manuscrit contenait des enseignements dangereux pour la foi. Mais en étudiant secrètement le texte, Moreau avait développé une fascination malsaine pour les pratiques qu'il décrivait. Il croyait sincèrement que les techniques des frères pouvaient ouvrir l'esprit à une communication directe avec le divin. Il avait commencé à les expérimenter, entraînant Valbert dans cette voie. La restauration du monastère avait été décidée pour 2 raisons. Rendre la crypte plus accessible aux recherches secrètes de Moreau et effacer les traces de leurs activités précédentes. Quand Antoine a découvert la crypte, tout leur plan a été menacé. Ils ont d'abord tenté de nous intimider, puis de nous recruter dans leur projet.
La voix de Jacqueline tremble légèrement en évoquant la nuit de la fuite, quand ils avaient tenté d'échapper à la surveillance du père Moreau. Capturée après qu'Antoine l'ait laissée pour chercher de l'aide, elle avait été ramenée au monastère. C'est là que j'ai compris que Moreau avait perdu tout sens des limites. Il parlait d'utiliser le manuscrit pour transformer le monde, de recruter d'autres personnes pour des rituels collectifs. Valbert semblait plus réticent, mais trop faible pour s'opposer à lui. Antoine, revenu au monastère pour la chercher, avait été confronté à un choix impossible. Ils lui ont fait croire que j'avais accepté de collaborer volontairement. Puis, ils lui ont proposé le même marché, se joindre à eux ou disparaître comme les autres avant lui. Les larmes coulent librement sur les joues de Jacqueline alors qu'elle arrive au point crucial de son récit. Antoine a faim d'accepter. Il a gagné leur confiance pendant quelques jours, tout en cherchant un moyen de nous sortir de là. Il a caché ses notes dans différents endroits, espérant qu'elles seraient un jour découvertes. Puis il a tenté de prendre le manuscrit pour le remettre aux autorités. Mais Moreau l'avait surpris. Une altercation avait éclaté dans la crypte même. Je n'étais pas présente, mais j'ai entendu leur dispute. Quand Moreau est remonté seul, j'ai su qu'il était arrivé quelque chose de terrible. Jacqueline n'accuse pas directement Moreau de meurtre, expliquant qu'elle n'a aucune preuve tangible de ce qui s'est passé dans la crypte ce soir-là. Mais ses soupçons sont évidents. 2 jours plus tard, la voiture d'Antoine a été retrouvée près des falaises. Moreau et Valbert ont orchestré toute la mise en scène, y compris la lettre de démission qu'ils m'ont forcé à signer. Quant à sa propre fuite, elle avait été rendue possible par un événement inattendu, la convocation de Valbert à Rome, laissant temporairement Moreau seul pour la surveiller. J'ai profité d'un moment d'inattention pour m'enfuir. J'avais de l'argent économisé dans un compte que mon mari ignorait. J'ai pris un bateau pour l'Italie, puis un vol pour le Canada. Pourquoi n'avoir jamais tenté de révéler la vérité depuis sa cachette? La peur d'abord, puis la honte de n'avoir pas pu sauver Antoine. Et avec le temps, la conviction que personne ne me croirait face à la parole de 2 hommes d'église respectés. J'ai suivi de loin vos efforts pour faire éclater la vérité. J'attendais un signe qu'il était temps de parler. Le récit de Jacqueline, enregistré avec son consentement, est transmis immédiatement à la juge Levasseur. Une demande d'extradition est préparée, non pas pour l'arrêter, aucune charge n'est retenue contre elle, mais pour assurer sa protection le temps de son témoignage officiel en France. Pendant ce temps, l'analyse du manuscrit Veritas Absconditum se poursuit. Les experts confirment qu'il contient des techniques de méditation collective, de visualisation partagée, que les frères de l'ombre divine croyaient capables de modifier la perception de la réalité. Rien de magique ou de surnaturel, mais des pratiques psychologiques sophistiquées qui, dans le contexte médiéval, pouvaient sembler miraculeuses ou hérétiques. Ce qui est fascinant, explique le professeur Leroy, c'est que certaines de ces techniques préfigurent des recherches modernes en neurosciences sur la synchronisation cérébrale et les états modifiés de conscience. Ces moines avaient développé empiriquement des méthodes que la science commence à peine à comprendre. L'enquête judiciaire prend un tournant décisif avec la déclaration officielle de Jacqueline Mercier, recueillie à son retour en France. Son témoignage, corroboré par les preuves matérielles accumulées, conduit à l'ouverture d'une information judiciaire pour séquestration suivie de mort contre le père Moreau, décédé en 2010. Monseigneur Valbert, âgé de 98 ans, vit désormais dans une maison de retraite pour ecclésiastiques près de Rome. Souffrant de démence avancée, il est jugé inapte à être interrogé. Cependant, des documents retrouvés dans ses archives personnelles confirment indirectement la version de Jacqueline, notamment un journal intime codé que les experts sont parvenus à déchiffrer partiellement. Une entrée datée du 6 octobre 1985 est particulièrement révélatrice. Le Seigneur pardonne nos péchés, même les plus graves, si notre intention est pure. Monsieur a agi pour protéger l'œuvre. Je prie pour l'âme de elle et pour la mienne. L'analyse des archives de l'évêché révèle également un réseau de complicité s'étendant jusqu'au ministère de la Culture, expliquant les obstructions rencontrées lors de l'enquête initiale.
Michel Mercier, le mari de Jacqueline, apparaît comme un acteur clé de cette dissimulation, ayant utilisé son influence au ministère pour étouffer l'affaire en échange de sa propre promotion. En juin 2023, la juge Levasseur ordonne la réouverture des fouilles dans la crypte du monastère. Les technologies d'imagerie par résonance magnétique, couplées à des analyses chimiques du sol, permettent de détecter des traces organiques anciennes dans une anfractuosité du mur nord, dissimulée derrière l'autel. Le 12 juillet 2023, près de 40 ans après sa disparition, les restes d'Antoine Lefèvre sont finalement retrouvés, scellés dans cette cavité murée à la hâte. L'examen médico-légal révèle une fracture du crâne compatible avec une chute ou un coup violent. La nouvelle de cette découverte fait la une des journaux nationaux. Justice pour Antoine Lefèvre, le mystère du monastère enfin résolu, titre Le Monde. L'affaire devient emblématique des abus de pouvoir ecclésiastique et des complicités institutionnelles qui les ont rendus possibles. Pour Thomas et Mathieu Lefèvre, la confirmation du décès de leur père est à la fois déchirante et libératrice. Nous avons toujours su, au fond de nous, qu'ils ne nous avaient pas abandonnés volontairement, confie Mathieu lors d'une conférence de presse. Aujourd'hui, nous pouvons enfin faire notre deuil. Une cérémonie d'inhumation est organisée au cimetière de Marseille, en présence de nombreux soutiens de l'association Vérité pour Antoine et de figures du monde architectural qui ont gardé vivante la mémoire professionnelle d'Antoine Lefèvre. Jacqueline Mercier, désormais libre de vivre sous sa véritable identité, y assiste soutenue par Claire, sa fille, avec qui elle a entamé une difficile réconciliation. L'épilogue judiciaire de l'affaire prend la forme d'un non-lieu concernant le père Moreau, décédé avant d'avoir pu être mis en examen. Cependant, la juge Levasseur ordonne la poursuite des investigations concernant les complicités institutionnelles, notamment au sein du ministère de la Culture de l'époque. Le monastère Saint-Michel-des-Ombres est temporairement fermé au public. Son avenir fait l'objet d'un débat national. Certains suggèrent d'en faire un lieu de mémoire dédié aux victimes d'abus de pouvoir. D'autres proposent de le transformer en centre de recherche sur les pratiques spirituelles alternatives à travers l'histoire. Le manuscrit Veritas Absconditum, désormais propriété de l'État français, est confié à une équipe interdisciplinaire de chercheurs pour études et traduction. Sa publication intégrale est prévue pour 2025, accompagnée d'un appareil critique contextualisant ses enseignements controversés. En septembre 2023, une exposition au Musée d'Histoire de Marseille retrace le parcours d'Antoine Lefèvre, présentant ses réalisations architecturales, ses dessins personnels et l'histoire de sa quête fatidique. Dans une salle dédiée, les visiteurs peuvent découvrir des reproductions du manuscrit et des reconstitutions de la crypte des frères de l'ombre divine. Thomas et Mathieu Lefèvre, accompagnés de Jacqueline Mercier, visitent cette exposition un matin avant son ouverture au public. Dans le silence de la galerie, ils contemplent ensemble le portrait photographique d'Antoine qui accueille les visiteurs. Un homme dans la force de l'âge, regard intense, légèrement souriant. Il aurait aimé savoir que ses découvertes sont enfin reconnues à leur juste valeur, murmure Jacqueline, en effleurant le cadre du bout des doigts. Ce qui compte pour nous, répond Thomas, c'est que la vérité est finalement éclatée. Qu'on se souvienne de lui, non pas comme d'un homme qui a abandonné sa famille, mais comme quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour ce qu'il croyait juste. Mathieu, qui s'est tenu légèrement en retrait, s'approche à son tour du portrait. « Tu sais, dit-il à Jacqueline, pendant des années, nous t'avons imaginé comme une sorte de personnage mystérieux, peut-être même comme complice de sa disparition. Comprendre enfin ce que vous avez traversé ensemble. C'est comme refermer un livre dont les dernières pages étaient manquantes depuis trop longtemps. Dans une vitrine au centre de l'exposition, le carnet d'Antoine, retrouvé sous l'autel, est ouvert à sa dernière page, celle qui se termine par ces mots prémonitoires. « Que Dieu me pardonne, car eux ne le feront jamais. » À côté, une note explicative détaille comment ce message, traversant 4 décennies, a finalement conduit à la résolution de l'affaire. L'héritage d'Antoine Lefèvre dépasse désormais le cadre de sa disparition tragique.
Ces travaux de restauration, ces innovations architecturales sont réévalués à la lumière de documents retrouvés dans ces archives. Plusieurs de ces concepts, jugés trop avant-gardistes à l'époque, trouvent une résonance dans l'architecture contemporaine soucieuse d'intégration patrimoniale. Jacqueline Mercier, libérée du poids de son secret, décide de s'installer à nouveau en France. À 81 ans, elle entreprend la rédaction de ses mémoires, documents précieux non seulement sur l'affaire du monastère, mais aussi sur le milieu culturel français des années 1970-80 et la place des femmes dans ce monde dominé par les hommes. Ce que j'ai appris de plus important, confie-t-elle lors d'un entretien avec une journaliste du magazine Elle, c'est que la vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. Cela peut prendre du temps, presque une vie entière dans mon cas, mais l'important est de ne jamais cesser d'y croire. Thomas, dont le cabinet d'avocats s'est spécialisé dans la défense des victimes d'abus institutionnels, crée une fondation au nom de son père. Cette structure accompagne juridiquement et psychologiquement les familles confrontées à des disparitions non élucidées, particulièrement lorsque des institutions puissantes sont impliquées. Mathieu, le journaliste, publie un livre retraçant leur quête de vérité. 4 décennies de silence, l'affaire Antoine Lefèvre. L'ouvrage devient rapidement un best-seller et inspire une série documentaire produite par une plateforme de streaming. Le monastère Saint-Michel-des-Ombres rouvre finalement ses portes en 2025, transformé en un centre d'études et de réflexion sur l'histoire de la spiritualité et ses dérives. La crypte des frères de l'ombre divine est accessible au public dans le cadre de visites guidées, rappelant comment un lieu de recherche spirituelle sincère a pu devenir le théâtre d'une tragédie contemporaine. Lors de l'inauguration de ce nouveau centre, Marie Dufresne, dont la découverte a été déterminante, prononce un discours émouvant. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement la résolution d'une affaire criminelle, mais la victoire d'une famille qui n'a jamais renoncé, d'une femme qui a porté seule un fardeau immense, et d'un homme qui, même dans la mort, a trouvé le moyen de faire entendre sa voix à travers le temps. L'histoire d'Antoine Lefèvre et du manuscrit Veritas Absconditum entre progressivement dans la culture populaire, inspirant romans, films et séries. Au-delà du fait divers sensationnel, elle devient une métaphore de la quête de vérité face aux pouvoirs établis, de la résilience familiale et de la façon dont le passé continue d'informer notre présent. En décembre 2023, par une froide journée d'hiver, Thomas et Mathieu Lefèvre se recueillent sur la tombe de leur père au cimetière Saint-Pierre de Marseille. La pierre tombale, simple et élégante, porte l'inscription qu'ils ont choisie ensemble. Antoine Lefèvre, 1940-1985. Architecte, père, chercheur de vérité, la justice peut tarder, mais n'oublie jamais. En quittant le cimetière, ils aperçoivent une silhouette familière qui s'éloigne entre les allées, Jacqueline Mercier, venue elle aussi rendre hommage à l'homme qu'elle a aimé et dont elle a porté le secret pendant presque toute une vie. Le soleil hivernal perce à travers les nuages, illuminant brièvement la pierre tombale d'Antoine. Un rayon de lumière, semblable à celui qui révélait autrefois l'entrée de la crypte secrète, comme un dernier clin d'œil du destin à l'homme qui a sacrifié sa vie pour une vérité qu'il jugeait trop importante pour rester dans l'ombre. Dans l'ancien bureau d'Antoine Lefèvre, désormais occupé par son petit-fils Lucas, architecte comme son grand-père, une esquisse encadrée du monastère Saint-Michel-des-Ombres occupe une place d'honneur. En dessous, une citation manuscrite d'Antoine, retrouvée dans ses notes personnelles. L'architecture n'est pas seulement l'art de construire des espaces, mais aussi de préserver la mémoire des lieux. Chaque pierre raconte une histoire, à qui sait l'écouter. La vérité d'Antoine, enfin révélée, résonne désormais comme un écho à travers les générations, rappelant que même les secrets les mieux gardés finissent par trouver leur chemin vers la lumière.